Voici la TREP PRO-CALIBER Génération 3. Un vélo qui m'évoque 3 questions. Acheter un semi-rigide en 2025 a-t-il du sens? La deuxième, peut-on vraiment ressentir l'effet de l'ISOBOW? Et enfin, et c'est très important, est-ce qu'elle a perdu son caractère pur de cross-country en passant à 120 mm? Maintenant, nous avons du travail. Allons chercher des réponses à toutes ces questions. À l'attaque, faisons les présentations. Voici la TREP PRO-CALIBER, Génération 3, le vélo tout-terrain semi-rigide, qui a toujours été considéré comme un modèle de compétition dans le catalogue de la marque américaine et qui arrive entièrement remodelé. En termes de géométrie, pour commencer, nous avons un angle de direction plus ouvert de 67 degrés, un angle de tube de selle plus vertical et un reach légèrement allongé. De plus, nous avons une suspension qui a été augmentée jusqu'à 120 mm de débattement et un point important que je vais mentionner dès le début. Le cadre est fabriqué avec des fibres de carbone Optimum Compaction Low Void, la meilleure qualité de Trek. Et c'est un seul cadre, le même que vous allez retrouver absolument sur tous les modèles de la gamme. Ces nouvelles mesures pourraient me donner l'impression que le vélo a perdu l'essence du cross-country et qu'il est devenu un long débattement sans raison. Voilà. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'essayer des vélos modernes, des vélos tout-terrain rigides, et pour être honnête, ils m'ont laissé une impression un peu fade. Parce que la même évolution qui a eu lieu avec les tout suspendus, en passant à 120 mm, a aussi été tentée avec les rigides, et pas seulement en passant à 120 mm, mais aussi en adoptant des angles de direction de 63 degrés ou 64 degrés, parfois sans réel sens. En allongeant énormément le reach, en augmentant l'empattement, et en faisant que ces vélos se retrouvent donc dans une sorte de limbe entre le trail et ce que d'autres appellent le down country. Mais qui ne te donne définitivement pas des sensations de pilotage de cross-country pur, de vélos qui, quand tu te lèves et que tu démarres, sont réactifs. Des vélos que tu peux très bien manier en courbe, que tu peux vraiment faire tourner d'un côté à l'autre et avec beaucoup de vitesse. Sur ces modèles, mon Aisha a un peu perdu le nord parce que je le comprends, parce qu'avec un vélo tout suspendu, comme il y a 2 suspensions, il est beaucoup plus facile de compenser l'avant avec l'arrière. Cependant, sur un semi-rigide, il faut vraiment être très précis. Heureusement, Trek a évolué de façon mesurée. Passage à 120 mm et angle de direction de 67 degrés, ce qui reste équilibré. Le reach a également été légèrement allongé et, pour compenser, les bases ont été raccourcies jusqu'à 430 mm de longueur. Avec cela, on a réussi à augmenter l'empattement, mais vraiment très peu. Tout cela, associé à un boîtier de pédalier vraiment très bas, à un tube de direction super court, te donne un vélo avec une capacité de réaction impressionnante. La quintessence de la maniabilité, messieurs, exactement ce que nous recherchons. Nous qui aspirons aux sensations de conduite pure de cross-country. C'est en quelque sorte comme rouler sur un ancien 26 pouces, mais évidemment avec toutes les caractéristiques modernes, avec des axes, des moyeux, des cadres bien plus rigides. Et au final, ça se traduit par beaucoup plus de sécurité en descente. Et que dire des étriers à 4 pistons, que je n'avais pas encore mentionnés, mais ils sont là, oui, des vélos rigides, mais avec des étriers à 4 pistons. D'une certaine manière. Et celle que je viens d'avoir là, un peu plus en arrière, va te sauver. Vas-y, elle saute. Nous avons ainsi répondu aux premières questions. Non, la ProCaliber reste fidèle au cross-country. Maintenant, le ISOBOW se fait-il vraiment sentir ? Trek a toujours voulu apporter cela à ses modèles rigides. Et pas seulement pour le vélo tout-terrain, mais même certains anciens modèles de route, comme le Madone. Ce supplément de confort pour le cycliste. Traditionnellement, ils utilisaient dans le système ISO Speed, un point articulé à la jonction du tube de selle et du tube supérieur. Mais avec ce système ISO BOW, ils sont allés encore plus loin.
C'est sans doute l'évolution naturelle, car ils ont allégé certains modèles jusqu'à 200 grammes par rapport à l'ancien. D'un autre côté, cela a été simplifié car mécaniquement, ici il n'y a rien, le système fait partie de la structure du cadre. Et un autre point très important, du moins de mon point de vue, c'est l'esthétique. Au-delà de l'orifice déjà surprenant, nous ne voyons pas souvent ce genre de structure sur un cadre de vélo. Eh bien, nous avons le fait que les haubans montent avec leur tracé diagonal caractéristique jusqu'à bien entrer dans la barre supérieure, donc on garde une ligne de design très intéressante. De plus, cela s'accorde très bien avec ce qui serait un sloping assez prononcé de la barre supérieure. Et cela, eh bien, ça donne un caractère vraiment distinctif au vélo. C'est très curieux de monter sur le vélo et de se retrouver avec ça. Pouvoir voir le bidon arrière à travers le cadre, c'est clair qu'esthétiquement, cet orifice est un vrai atout. Comment fonctionne le système ? Eh bien, traditionnellement, les vélos rigides ont une flexion au niveau des haubans. Dans ce cas, les ingénieurs de Trek ont voulu que la zone de flexion ne se limite pas seulement aux haubans. Ce serait ce point-ci, mais qu'elle s'étende jusqu'à ce point-là. Par conséquent, ce que nous avons, c'est en quelque sorte un tube supérieur qui commence réellement ici et va jusqu'à la douille de direction. Et des haubans qui ne se terminent pas à la jonction avec le tube de selle, mais qui arrivent jusqu'à ce point-ci. Avec cela, on obtient l'indépendance de mouvement qu'il voulait autour de la zone du tube de selle. Maintenant, est-ce perceptible ? Je dois vous avouer qu'il m'a fallu 3 jours pour commencer à sentir qu'il se passait des choses autour de cette zone du vélo. Parce que, en définitive, ces vélos modernes, ces vélos tout-terrain même en étant rigides ou surtout en étant rigides. L'absorption principale est assurée par les roues dotés tant emboîtés de jantes de 30 mètres de largeur interne, des pneus avec un 2,40 à basse pression, au final c'est le pneu qui fait le plus gros du travail. Il y a en effet une situation particulière. Est-ce que tu arrives à ressentir que l'isobao est en train de bouger ? Nous parlons d'une situation de mouvement très rapide, sur une piste avec une surface très régulière, très abîmée, sans problème. Passons aux détails. Trek propose 3 modèles Procaliber dans son catalogue. Pour commencer, le 9.5 qui débute à 2000 €, nous avons le 9.6 qui est à 2600 €, et ce qui serait désormais considéré comme le haut de gamme. Même si ce n'est pas le cas pour les matériaux que nous allons aborder, le modèle le plus haut de gamme de cette 9.7 est celui-ci devant vous. Comment ne pas l'avoir avec le GX ? Nouveauté type avec la cassette DX52 avec la chaîne complètement plate et le plateau unique de 34 dents. De plus, elle est équipée de la RockShox Sheet de 120 mm comme nous l'avions déjà dit, ainsi que des roues en carbone avec Traeger. Covey Elite avec 30 mm de largeur interne. Pour donner une bonne structure à un pneu de 2,40 de ballon, comme ce Pirelli Scorpion X CRC qui, comme vous pouvez le voir, a un dessin très polyvalent. Il fonctionnera bien dans presque toutes les circonstances. Dans cette gamme haut de gamme, nous allons trouver le RSL, le cockpit en carbone de Trek. Je veux mentionner une chose qui m'a beaucoup plu, c'est la commande. Pour contrôler à la fois la tige de selle télescopique et le blocage des suspensions avec seulement 2 boutons. Et ça fonctionne. Incroyable tige de selle télescopique qui, selon la taille du vélo, offrira 100 mm de débattement, 150 ou 170 et la capacité d'emporter 2 porte-bidons, et une nouvelle très intéressante. Et ce même cadre dans cette même couleur marbre rouge qui est magnifique, est disponible seul au prix de 1500 €,
ce qui me semble assez compétitif vu la situation actuelle. Et ce vélo, tel qu'il est vendu en série en magasin, pèse environ 10 kg 500 grammes. Parlons maintenant des détails du cadre. Trek a réduit le poids de 200 grammes par rapport au modèle précédent. Selon la taille, nous parlons d'un poids total en taille M, déjà peint, de 1200 grammes. Ce cadre n'est pas parmi les plus légers, mais Trek visait clairement la rigidité et la fonctionnalité avec le ISO BOW. D'un autre côté, nous avons l'entrée des câbles sur le côté du tube de direction, évitant ainsi les problèmes de entretien et de gaine, en dirigeant les câbles à travers ce qui serait la direction. Impossible de faire plus simple, peut-être moins esthétique, mais très fonctionnel. En revanche, le knock-block présent sur d'autres vélos tout-terrain de la marque est absent ici. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas nécessaire, car le cadre a tant de slooping en taille M qu'il ne se touche pas. Est-ce qu'il en a? Il a des manivelles avec la barre supérieure. Important, le boîtier de pédalier est en presse fit et peut accueillir un monoplateau jusqu'à 38 dents. Passage de roue de 2,4 ballons maximum. Comme vous le voyez, il reste beaucoup de marge pour un cas hypothétique de mode des pneus de 50. Eh bien, je pense qu'on pourrait encore en mettre, même si ce n'est pas de façon officielle. Et un diamètre de tube de selle de 31,6 qui est universel. Trouvez une tige de selle télescopique ou traditionnelle du modèle et de la marque de votre choix en 5 tailles différentes et 5. Enfin, nous avons aussi un étrier avec le post mount pour rendre le freinage indépendant de tout le fonctionnement de flexion du haut-banc. Passons maintenant à la section des avantages et des inconvénients. Normalement, c'est votre partie préférée, non? Commençons par les inconvénients avec quelque chose qui concerne la structure du vélo. Le boîtier de pédalier est très bas. Cela a un aspect crampon négatif et un aspect positif, que je commenterai plus tard. Mais disons que l'aspect négatif est lié au fait que dans les zones très techniques, où l'on trouve des souches, des pierres, il est relativement facile de finir par heurter les manivelles contre ces obstacles. D'un autre côté, le catalogue est très réduit, à peine 3 modèles rigides de vélos tout-terrain, et cela ne concerne pas seulement Trek mais toutes les marques. Par exemple, les modèles haut de gamme sont en train de disparaître. Et à cela, il faut ajouter comme inconvénient que nous avons peu de choix de couleurs parmi les 3 modèles qui nous sont proposés. Si l'on passe au côté positif des avantages, la conduite est la première chose que je dois mentionner. Dans ce domaine, cela concerne aussi le boîtier de pédalier très bas. Comme aspect positif, c'est vraiment une joie que Trek ait su préserver l'essence pure de la conduite cross-country. D'un autre côté, je trouve que c'est l'un des vélos rigides les plus beaux et originaux, grâce à l'ISOBOW que j'ai jamais vu. Le fait qu'il n'existe qu'un seul cadre pour toutes les gammes, pour tous les modèles, est très positif. Parce que tu peux aussi l'acheter à un prix de départ de 2000 € et ensuite petit à petit l'améliorer. Et au final, tu te retrouves avec une super machine avec le temps, sans avoir à faire une grosse dépense dès le début. Même cadre, toujours important et intéressant. Dans le contexte actuel des prix de vente conseillés que nous avons, je pense que la vente du cadre seul a un prix vraiment, mais alors vraiment compétitif. Pour une marque de ce calibre, sur un modèle de ce niveau, allons-y avec la question à 1 million. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un semi-rigide en 2025 ? Il faut être honnête et reconnaître que les semi-rigides ont perdu en importance, car elles ont été écrasées dans les catalogues des marques. D'un côté à cause du gravel, de l'autre à cause des tout suspendus évoluant vers 120 mm. Il est aussi vrai que dans le vélo tout-terrain pur, elles ne rivalisent pas avec les tout suspendus sur ces circuits très techniques. Mais il est aussi vrai, et on va leur rendre un peu justice, qu'elles restent toujours la monture la plus économique pour entrer dans le monde du vélo tout-terrain, celle qui demande le moins d'entretien. Personne ne pourra me contredire sur ce que je vais dire. Parce qu'elles sont la meilleure école de technique qu'un VTTiste puisse avoir. Parce que si tu apprends à maîtriser une de ces bêtes, ensuite tu montes sur une double suspension et tu voles. Si je peux me permettre une réflexion personnelle, en tant que VTTiste défenseur des rigides, ce n'est pas pour rien que j'ai toujours lancé le Rigid Power.
Je vous dirai de ne pas vous laisser emporter par le marketing, par la mode. Le gravel et les doubles suspensions sont excellents. Mais selon le terrain sur lequel tu vas rouler, l'utilisation que tu vas faire du vélo, il faut bien considérer la possibilité d'un semi-rigide. Parce que d'un côté, on a la polyvalence. Imaginez pour 4 500 € de cette 9.7 en double suspension sur le marché actuel en 120 mm². Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Des vélos de 13,5 à 14 kg lourds et difficiles à déplacer. Avec ça, tu vas t'amuser. Si on lui met des pneus slick et un monoplateau de 38, tu pourras très bien te déplacer dans n'importe quel groupe de gravel que tu pourrais rencontrer. Donc tu as énormément de polyvalence sur une seule plateforme. Et si tu la veux telle qu'elle est, comme un vélo tout-terrain, eh bien tout ce que je t'ai dit avant, je ne sais pas. Entrons-nous dans une nouvelle ère. Les vélos rigides vont continuer à être là, un peu plus dans l'ombre, mais moi je leur trouve toujours beaucoup d'utilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. J'ai très envie de lire vos commentaires. Pas seulement face aux vélos rigides, mais surtout. Quelle note sur 10 donneriez-vous à ce modèle présenté aujourd'hui ? Soyez heureux, mettez un like, ça aide la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.